Bon, eh bien, je crois qu'il a bien neigé cette nuit. Et j'espère que je vais pouvoir repartir parce que je suis à côté d'un étang dans la vallée de Chevreuse, dans la forêt. Et je vais aller regarder dehors, mais je crois qu'ils avaient annoncé un bon 10 cm de neige. Et le Pinocchio a vraiment une adhérence très très faible. J'ai déjà failli m'embourber 3 fois en automne. J'ai failli m'enneiger hier. Et là, j'ai peut-être un peu joué mon malin parce que je suis pas sûr de pouvoir repartir. Et demain, je dois être sur Paris pour le travail. Bon, il continue de neiger. Je crois que je vais essayer de partir assez rapidement parce que sinon je vais pas réussir à redécoller. Eh Ménestrel, tu passes le bonjour au Pinocchio, hein? Salut à tous les amis, bienvenue pour cette seconde vidéo du Ménestrel Nomade. Merci à tous pour vos retours sur la première vidéo. J'ai reçu de nombreux messages sur l'adresse mail du site et également sur Facebook. Donc merci à tous pour vos retours. Et je vais continuer donc la petite présentation des installations intérieures en commençant par la douche, puisque c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Donc ce soir je suis en vallée de Chevreuse, en pleine forêt, et il va faire au plus froid de la nuit entre -8 et -10 degrés. Donc j'ai mis le chauffage, j'ai les bougies qui chauffent l'air aussi. J'ai jamais utilisé le chauffage dans des conditions aussi froides et j'ai jamais utilisé la douche non plus dans des conditions aussi froides. Donc je vais pouvoir tester le chauffe-eau à gaz comme il faut et l'arrivée d'eau chaude sur la douche, puisque j'ai fait réparer ça il n'y a pas très longtemps. Et ben c'est parti. Alors première chose, c'est ça. C'est un raccord rapide Gardena et c'est l'évacuation de la douche. Et ici vous avez une pompe inversée qui fait l'équivalent de la pompe à eau mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle aspire l'eau. La pompe à eau pousse l'eau pour avoir de la pression dans le circuit d'eau et cette pompe là aspire l'eau pour la rejeter vers le réservoir d'eau sale. Donc ici c'est le chauffe-eau à gaz qui est en fonctionnement d'ailleurs actuellement. Donc ici voilà, il y a deux sorties. Et en fait, j'étais persuadé que la sortie avec le robinet rouge, c'était celle pour se doucher. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était une sortie, enfin c'est une entrée plutôt, où on peut se raccorder directement à l'eau courante quand on est sur un terrain de camping ou autre. Donc moi j'ai fait installer le deuxième robinet à droite, et c'est là-dessus que je branche la douche, donc c'est également un raccord rapide Gardena. Donc la douche, c'est ce sac blanc qui est au-dessus, et donc je vais la déballer et vous montrer comment ça fonctionne. Ça c'est le tuyau d'évacuation. Donc voilà la douchette avec un raccord rapide Gardena qui se branche sur la sortie aussi donc bleue. Donc là il y a 4 crochets qui permettent de tendre le rideau de douche qui s'accroche donc sur 4 attaches métalliques qui sont vissées dans le toit de la cellule. Et voilà. Donc là le rideau n'est pas super bien tendu parce que je suis pas dedans. Et là voilà, vous pouvez voir, là c'est comment c'est accroché au dessus. La douchette qui est là, que je fais juste passer par dessus. Et là, le tuyau noir, c'est l'évacuation. Et ici le mélangeur donc du robinet qui fonctionne également pour le mélangeur de la douche. Voilà, donc là, la douche terminée. J'active la pompe aspirante. Bon, et alors là, c'est la partie un petit peu tendue. C'est que la pompe aspirante étant très lente et faisant beaucoup de bruit et utilisant pas mal de batterie, après je vide le reste manuellement. Et l'ultime étape, une fois que vous êtes douché, c'est de bien tout essuyer parce que sinon ça moisit très rapidement comme c'est complètement enfermé dans la housse.
Et voilà comment on se douche dans le Pinocchio. Donc ça peut paraître fastidieux comme ça, mais après c'est comme tout, c'est une habitude. Donc c'est 5 minutes de déballage et c'est 10-15 minutes de rangement pour sécher. C'est ça le plus fastidieux, c'est de bien sécher le rideau pour pas que ça moisisse après et d'évacuer l'eau qu'il y a dans le bac. Donc voilà, mais il y a quand même un côté assez magique à se doucher en pleine forêt alors qu'il fait moins 10 dehors. Donc ça c'était pour la douche en hiver, mais en été c'est bien plus simple. Il suffit de brancher la douchette comme je vous ai montré et de se doucher en extérieur. Et là c'est magique aussi, je l'ai fait cet été, de se doucher en pleine nuit sous un ciel étoilé au milieu de nulle part, c'est vraiment fantastique. Je vais vous montrer maintenant le fonctionnement des toilettes, ce qui peut prêter à sourire, mais c'est vrai que ça apporte quand même une liberté supplémentaire, parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de toilettes à bord de leur fourgon et qui allaient dans les toilettes publiques. Et franchement, bon courage, parce que la plupart du temps, c'est des toilettes qui sont pas entretenues, donc qui sont sales. Et avoir des toilettes à bord, ça permet une liberté supplémentaire et de se sentir vraiment chez soi, de pas avoir à aller en permanence à l'extérieur. En tout cas pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez une réserve d'eau ici, pour la chasse d'eau, qui fait environ 10 litres. Ici, c'est ce qui propulse l'eau dans la chasse d'eau, donc avec 6 piles standard. Vous avez la chasse d'eau ici. Ici, vous avez une petite manette qui ouvre une trappe donc vers le compartiment étanche. Hop, vous tirez et vous fermez. Ici, vous avez la jauge pour le compartiment étanche. Et ici, vous avez la jauge de la réserve d'eau de la chasse d'eau. Et ici, vous avez le papier. Une fois que les toilettes sont pleines, vous avez une manette ici. Vous avez juste à tirer. Tac. Et vous enlevez. Et ensuite, ce bras, vous dévissez et vous avez juste à vidanger sur une aire de camping-car. Pour les toilettes, j'utilise deux produits. Le produit rose qui est un additif à mettre dans la chasse d'eau et qui permet de désinfecter. Et le produit vert qui se met directement dans le compartiment étanche et qui permet une meilleure dégradation du papier et des matières. Et maintenant, je vais vous montrer le poste de conduite. Donc le poste de conduite, c'est assez succinct, c'est à l'ancienne. Donc ici vous avez les feux de position, feux de croisement qui sont sur le même bouton. Ici c'est les lumières du tableau de bord qu'on peut baisser ou augmenter en fonction de la luminosité extérieure. Là les feux de détresse, les anti-brouillards qui ont été rajoutés par l'ancien propriétaire, mais que moi j'ai fait changer parce qu'il avait mis des anti-brouillards jaunes et j'ai mis des anti-brouillards plus puissants et blancs. Ça c'est une ventilation que l'ancien propriétaire a rajoutée également dans la calandre du bas et qui est une ventilation donc, qui s'active manuellement et qui permet de mieux refroidir le moteur. Ça c'est le chauffage, donc air froid, air chaud, dirigé vers le bas, vers le centre, vers le haut et la puissance de la soufflerie. Et également ici la puissance de l'air qui est dégagé au-dessus pour le désembuage. Donc ça c'est le starter à utiliser en hiver quand il fait très froid pour éviter que le moteur claque au démarrage. Ça c'est 4 branchements USB qui sont reliés donc à la batterie moteur et qui fonctionnent également quand le moteur est éteint. Donc moi ça me permet de recharger mes téléphones et tout objet qui est en 12 volts. Ça c'est un antivol, c'est l'antivol que je mets sur les pédales. Et j'ai également un coupe-circuit qui permet une sécurité supplémentaire. Ça je les ai installés, c'est des petits porte-bouteilles, un cendrier. Voilà, ça il y a également un allume-cigare qui se met dessus. Ça c'est l'interrupteur des lumières de la cabine conducteur, donc une lumière là et la même de l'autre côté. Ici le boîtier électrique avec tous les fusibles. Après c'est le tableau de bord, c'est assez simple, hein, clignotant, phare, voyant de batterie, huile, préchauffage puisque c'est un diesel.
Là, c'est la diode de refroidissement moteur. Et ici, il y a un autre compteur qu'il a fait installer, qui permet de voir la température moteur plus précisément. Ça, c'est le levier de vitesse, donc 4 vitesses. Vitesse de croisière 80 km/h. Ça, c'est ce que j'ai installé pour le téléphone. Ça, j'en ai pas parlé encore. C'est la caméra de recul que j'ai fait installer parce que avec le vélo, on voit tout simplement rien. Donc à part les rétros extérieurs, c'est assez compliqué pour se garer. Donc voilà, j'ai fait installer la caméra de recul qui est très pratique. Donc là, je suis assis sur la banquette et comme vous pouvez voir, le fait que le siège soit retourné, il y a un espace qui est tout de suite plus agréable. Donc j'utilise plus quand on est à deux dans le Pinocchio. Mais c'est vrai que même quand il pleut, par moment, qu'on a envie d'avoir un peu plus d'espace, c'est toujours quelque chose d'agréable à faire, de retourner le siège avant ou les deux sièges avant. Alors, par rapport à l'immatriculation, j'ai vécu un cauchemar qui a duré environ 8 mois. Tout ça parce que j'ai suivi le conseil de quelqu'un sur un forum qui m'a déconseillé fortement de le faire immatriculer en véhicule collection parce que il allait perdre énormément de sa valeur à sa revente. Donc je me suis obstiné à vouloir le faire immatriculer en carte grise normale et ça a été une connerie monumentale parce que j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, je me suis fait balader aux quatre coins de l'Île-de-France par l'administration française, tout ça pour me dire à la fin qu'il ne pouvait pas l'homologuer parce que il était trop lourd et qu'il ne pouvait pas être sûr qu'il avait des essieux renforcés à l'arrière. Évidemment, sur la carte grise italienne, tout a été homologué. J'ai une carte grise 4 places. Les poids étaient homologués dessus. Les essieux également. Donc, j'ai jamais compris. J'ai plus trop cherché à comprendre. J'ai dû faire homologuer toute la partie gaz en faisant percer ici, en créant une grille d'aération ici, une autre grille d'aération et un caisson étanche pour les bouteilles de gaz. Donc, je vous ai pas montré, je crois. J'ai mis les bouteilles de gaz, donc ça je l'ai fait faire sur mesure pour les bouteilles. Et donc une fois qu'il y en a une qui est vide, donc là c'est celle de gauche, ça s'affiche tout simplement en rouge ici. Et ça passe automatiquement sur celle de droite quand elle est ouverte, là elle était fermée. Donc j'ai juste à tourner ça. Voilà. Et du coup en ayant deux bouteilles comme ça, j'ai jamais de rupture de gaz. J'ai dû faire changer des flexibles en tuyaux durs parce que c'était pas conforme. Bref, voilà, ça a été une vraie galère. Toute la partie gaz, je le regrette pas parce que l'installation intérieure italienne, elle était vraiment pas sécure. Mais par contre, il y a des trucs, ça a été du n'importe quoi. Ils m'ont demandé de faire retirer une ceinture de sécurité pour le faire homologuer en 3 places. Donc j'ai fait retirer la ceinture. Finalement, ils m'ont dit que même en 3 places, ça passait pas, donc fallait le faire homologuer en 2 places. J'ai dû aller le faire peser à l'UTAC pour faire vérifier son poids. Enfin bref, ça a été toute une galère. J'ai remis la ceinture de sécurité après. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. Donc mon conseil, si vous achetez un véhicule de ce type-là à l'étranger, surtout vous vérifiez qu'il a plus de 30 ans. Parce que s'il a moins de 30 ans, vous pouvez pas le faire immatriculer en collection. Et vous pourrez pas le faire immatriculer en carte grise normale, alors ça je peux vous l'assurer. À part si vous connaissez quelqu'un de bien placé dans tel ou tel DRIR, ça passera jamais. Surtout maintenant avec le nouveau contrôle technique qu'ils sont en train de mettre en place. Il va y avoir je sais pas combien de points de contrôle. Oubliez tout de suite. Donc surtout vérifiez que c'est un véhicule qui a plus de 30 ans. Vous rentrez en France, vous demandez le certificat de conformité de Volkswagen. Donc ça va prendre à peu près un mois pour qu'ils vous l'envoient. Ça coûte entre 150 et 200 € en fonction du modèle que vous avez. Et ensuite, vous passez par la FFVE. Personnellement, moi ils ont été super rapides. C'est un dossier qui est assez léger, tout se fait sur photocopie et sur photo. En 15 jours, j'ai eu le papier de la FFVE et ensuite vous allez en préfecture avec le papier de la FFVE, le certificat de conformité et vous avez votre carte grise. À savoir qu'à l'heure actuelle, la carte grise collection n'a plus de restrictions de circulation. Donc maintenant vous pouvez circuler n'importe où en France, en Europe, dans le monde entier. C'est un contrôle technique, le premier qui est au bout de 2 ans.
et après c'est tous les 5 ans. Donc voilà, et c'est un contrôle technique collection, c'est-à-dire contrôle technique allégé avec freinage, signalisation, direction, roue, voilà, enfin le b.a.-ba d'une voiture. Surtout vérifiez bien que vous achetez un véhicule qui a plus de 30 ans, parce que si vous vous retrouvez avec un véhicule qui a moins de 30 ans, franchement là je vois pas la solution. Ne faites pas cette erreur, parce que ça peut vous coûter cher. Moi j'ai eu la chance que c'était un véhicule qui avait 33 ans, donc ça s'est joué à 3 ans, mais ça aurait été, j'aurais acheté un véhicule de 90, je sais pas comment j'aurais fait. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Voilà les amis, le Pinocchio n'a plus de secret pour vous. Je crois que je vous ai montré toutes les installations intérieures, à l'exception des panneaux solaires et de leur fonctionnement. Ça j'y reviendrai dans une vidéo plus spécifique à la gestion des ressources en van, et notamment à l'électricité, qui peut vite devenir compliqué en hiver. Mais ça voilà, je referai une vidéo vraiment spécifique sur la gestion de l'électricité et des ressources, notamment de l'eau également. Bon bah les amis, ça va être un petit peu tendu ce matin parce que je sais pas comment je vais sortir d'ici, je suis pas très loin de la route, mais c'est bien gelé en dessous de la neige, et à mon avis avec l'adhérence que j'ai sur ce véhicule, ça va être vraiment chaud. J'espère que, enfin à mon avis il va patiner énormément, j'espère que je vais réussir à atteindre la route qui est juste là, au niveau du gros arbre là. Donc il y a 50 mètres à faire, un peu plus, et il faut que je sois sur Paris pour le travail, donc il va falloir que j'arrive à partir d'ici. Mais sinon c'est vraiment un super spot. Dans la prochaine vidéo, vous pourrez me retrouver en compagnie du Pinocchio, et je vous montrerai toutes les choses qu'il ne faut pas faire, et qu'évidemment j'ai faites, à savoir un réservoir d'eau sale gelé, et un enlisement dans les sables mouvants du Mont Saint-Michel, avec une mission commando pour faire sortir le Pinocchio de là. Et je reviendrai également sur la question du pourquoi vivre en tant que nomade, pourquoi vivre en van, et voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, la page Facebook, Instagram, l'adresse mail si vous avez des questions. Et moi, je vous souhaite une bonne route, plein de belles choses dans vos projets divers et variés. Et maintenant vous connaissez la devise, la vie ne se vit ni au passé ni au futur, elle se vit au présent. A plus tard, ciao. Bon, je vais voir si j'arrive à repartir. Là c'est le moment de vérité. Je vois rien du tout. Alors là c'est vraiment, mais vraiment tendu. J'essaie tant bien que mal de voir la route. Je crois que j'arrive dessus. Oh putain, c'est chaud. Oh. Je vais essayer de récupérer des traces, il y a des traces d'une Jeep là. J'ai la chance qu'il y ait une Jeep qui vienne de passer à l'instant, du coup je peux me caler dans ces rainures, sinon je suis pas sûr que je serais déjà arrivé jusque là.